Nous allons voir dans cette vidéo un cours de thermique pour la classe de première STI 2D. Au cours de cette vidéo, un quiz de 10 questions vous sera proposé, donc n'hésitez pas à vous munir dès maintenant d'une calculatrice, d'un crayon et de brouillon. Entre le Soleil et la Terre, il y a le vide spatial. Or, le Soleil arrive tout de même à nous envoyer de l'énergie thermique. Comment est-ce possible? Comment se véhicule cette énergie thermique dans l'espace? Pour répondre à cette question, on peut penser à Thomas Pesquet à bord de la Station spatiale internationale. En effet, lorsqu'il était là-haut, il donnait de nombreuses interviews en direct, comme par exemple ici sur la chaîne BFM TV. Comment est-ce possible? Comment sa voix en direct faisait-elle pour traverser le vide spatial? En effet, entre Thomas Pesquet et la Terre, il n'y a rien du tout, aucune matière. Vous saviez déjà la réponse, c'est par ondes radio que les informations arrivaient sur Terre. Plus précisément, c'est sous la forme d'un rayonnement électromagnétique que l'information allait de l'ISS à la Terre. Pour l'énergie thermique, c'est exactement la même chose. L'énergie thermique est capable de se déplacer sous la forme d'un rayonnement électromagnétique. C'est ce qui se passe entre le Soleil et la Terre. Donc, première constatation, l'énergie thermique, la chaleur, est capable de se déplacer par rayonnement électromagnétique. En revanche, lorsque l'énergie thermique traverse le mur d'une maison, donc un solide, elle utilise un autre mode de transport. On a vu précédemment que les molécules d'un solide vibraient en permanence. Lorsque la phase du solide est à 20 degrés, donc, ces molécules vibrent. Comme les molécules se touchent dans un solide, de proche en proche, il y a donc la vibration qui peut traverser le mur. Et c'est ainsi que s'établit le flux de chaleur à travers un solide. Donc, on peut retenir qu'à travers un solide, le flux de chaleur se transmet par agitation des molécules. C'est ce que l'on appelle le transfert par conduction de la chaleur. L'énergie thermique est donc capable de se déplacer par rayonnement dans le vide, mais également par conduction dans les solides. Peut-être vous êtes-vous déjà posé la question comment un si petit radiateur électrique pouvait chauffer d'une façon homogène toute l'air contenu dans une grande pièce. Effectivement, un radiateur électrique, il y a simplement une petite résistance électrique à l'intérieur qui chauffe par effet Joule. De l'air frais vient taper contre cette résistance à température élevée. La température de cet air augmente et sort par les fentes du haut. Donc, on a arrivée d'air frais, sortie d'air chaud. Oui, mais pourquoi toute la pièce arrive à être chauffée avec ce dispositif? Pour répondre à cette question, il faut penser à une montgolfière. Pourquoi une montgolfière s'élève dans les airs? Une montgolfière s'élève dans les airs à cause de la poussée d'Archimède. Effectivement, l'air chaud est plus léger que l'air froid. Donc, comme l'air chaud est moins dense que l'air froid, il s'élève vers le haut par la poussée d'Archimède. L'air contenu dans une pièce, ce sont des molécules d'air. L'air de la pièce est un fluide, alors on appelle fluide un liquide ou un gaz. Et le phénomène que nous allons voir ici peut se dérouler dans un gaz ou dans un liquide.
Les molécules d'air, froides, vont taper contre la résistance chaude du radiateur. La température de l'air s'élève. Comme cet air est mélangé à de l'air froid, il va avoir, grâce à la poussée d'Archimède, à s'élever dans la pièce. En s'élevant dans la pièce, cet air chaud va taper contre le plafond et va se refroidir, si bien que l'air va redescendre en bas. Arrivé en bas, il va avoir une certaine énergie et va se mettre à retaper contre la résistance chaude. Et ainsi de suite, les molécules vont être toutes en mouvement brassées comme ceci très rapidement et tout l'air va se retrouver à 20 degrés. Ce phénomène est appelé convection. Donc ici, on transmet un flux de chaleur par convection. Et ce phénomène s'observe dans les milieux où les molécules peuvent se déplacer facilement, c'est-à-dire dans les liquides et dans les gaz. L'énergie thermique est donc capable d'utiliser 3 modes de transfert par rayonnement, par conduction et par convection. Ces 3 modes de transfert de la chaleur peuvent exister en même temps. Les personnes que vous voyez ici autour d'un feu de camp sont chauffées par ces 3 modes de transfert. Il y a effectivement du rayonnement électromagnétique. Les flammes envoient de l'énergie thermique par rayonnement aux personnes qui sont assises autour du feu. Mais les molécules d'air touchent les flammes, elles se réchauffent. Ensuite, par un mouvement de convection, elles viennent taper contre les personnes et leur communiquent de l'énergie thermique. Et puis, la flamme chauffe des pierres, les pierres sont posées sur le sol c'est un solide, donc les gens qui sont assis sur le sol trouvent au bout d'un moment que le sol est de plus en plus chaud. Donc il y a aussi transmission par conduction. On peut avoir les 3 phénomènes en même temps. Question numéro 1. Quand on va dans la mer ou un lac, notre corps perd généralement de la chaleur. Dans quel sens est le flux de chaleur? Réponse A, du lac vers la peau de la personne. Réponse B, de la peau de la personne vers l'eau du lac. Vous avez 30 secondes pour répondre. Le flux de chaleur se déplace toujours de la température la plus haute vers la température la plus basse. La peau est à 37 degrés, le lac est à 20 degrés. Conclusion, le flux de chaleur va dans ce sens. Réponse B. Question numéro 2. Par quel mode de transfert le corps de l'homme cède de la chaleur à l'eau? A. Par conduction. B. Par rayonnement. C. Par convection. Vous avez 30 secondes pour répondre. La bonne réponse est C, par convection. La peau de l'homme, c'est un solide. Il y a établissement d'un flux d'un solide vers un liquide. Or, dans ce liquide, ça veut dire qu'il va y avoir des molécules en mouvement qui vont venir taper contre le corps de l'homme pour prendre de l'énergie thermique. Donc, à retenir, dans un liquide ou un gaz, l'échange thermique se fait par convection.
Revenons au cours de thermique. Si vous décidez d'aller faire un petit urbex pour explorer une maison abandonnée et qu'à l'extérieur il règne la température de 2 degrés, à l'intérieur de la maison il ne fera pas plus chaud, il fera 2 degrés Celsius. Il n'y a aucun flux de chaleur qui traverse les murs de la maison. Maintenant, si vous considérez un réservoir qui est percé de multiples trous, si jamais vous voulez avoir une hauteur de 19 mètres d'eau dans ce réservoir, ce n'est pas possible puisque l'eau va vouloir descendre en permanence puisqu'il y a des trous sur les parois de ce réservoir. La seule solution pour que le niveau reste constant à 19 mètres, c'est que vous injectiez en permanence de l'eau dans ce réservoir. Vous allez injecter combien d'eau? Eh bien, autant d'eau qu'il sorte chaque seconde pour que le niveau dans le réservoir reste à 19 mètres. Si vous avez beaucoup de fuites, vous serez obligé d'injecter beaucoup d'eau. Et injecter beaucoup d'eau, ça va vous coûter beaucoup d'argent. Si on veut maintenir une température agréable de 19 degrés dans une maison alors qu'à l'extérieur il règne la température de 2 degrés, c'est le même raisonnement qu'avec le réservoir qui avait des fuites. Effectivement, pour maintenir cet écart de température, on est obligé en permanence d'injecter dans la maison de l'énergie thermique. Alors pourquoi est-ce qu'on est obligé de le faire toutes les secondes, d'envoyer de l'énergie thermique dans la maison? Tout simplement parce que dès qu'on injecte cette énergie thermique dans la maison, l'énergie thermique a tendance à traverser les parois de la maison. Puisque la maison n'est pas étanche, tout comme le réservoir d'eau avait des fuites et laissait passer l'eau, si bien qu'on compensait les fuites par le robinet qui injectait de l'eau dans le réservoir. Vous l'avez compris, on arrivera à maintenir cet écart de température entre l'intérieur de la maison à 19 degrés et l'extérieur à 2 degrés si et seulement si l'énergie qu'on injecte dans la maison avec les radiateurs compense les pertes thermiques à travers les murs de la maison. Plus les murs de la maison auront des fuites, entre guillemets, c'est-à-dire que plus elles laisseront passer facilement la chaleur, et plus on aura besoin d'avoir une puissance de chauffage importante pour maintenir cet écart de température entre l'intérieur de la maison et l'extérieur. Par exemple, ici, on a besoin d'une puissance de chauffage de 9000 watts pour pouvoir maintenir 19 degrés dans la maison avec une température de 2 degrés à l'extérieur. En revanche, avec les mêmes conditions, c'est-à-dire 19 degrés à l'intérieur de la maison et 2 degrés à l'extérieur, si la maison est bien isolée, il se peut que nous n'ayons besoin plus que de 3000 watts comme puissance de chauffage pour chauffer cette même maison, ce qui est beaucoup plus économique. Il est donc nécessaire d'avoir une grandeur physique qui permet de savoir comment un matériau laisse passer la chaleur. Effectivement, c'est peu précis de dire, par exemple, que du bois laisse mal passer la chaleur et du fer laisse bien passer la chaleur. Il faut pouvoir quantifier précisément. C'est l'objet de la conductivité thermique d'un matériau qui est noté par la lettre grecque lambda. Pour un bon isolant thermique, lambda a une valeur faible, par exemple pour la laine de verre, lambda vaut 0,03. En revanche, lorsqu'un matériau laisse facilement passer la chaleur, il a un lambda élevé. Pour le fer, le lambda vaut 400. Donc, la conductivité thermique d'un matériau se note par la lettre lambda et c'est un bon isolant thermique si le lambda de ce matériau est petit. On avait vu que dans un solide, la chaleur arrivait à traverser celui-ci par vibration des molécules.
Du côté TI, par exemple, l'intérieur de la maison, la paroi est chaude, donc les molécules vibrent beaucoup. Comme dans un solide, elles se touchent, on arrive comme ça à conduire la vibration et il y a établissement d'un flux de chaleur à travers la paroi. Donc nous, notre objectif, ce serait de construire une paroi qui laisse mal passer ce flux de chaleur, ce qui éviterait les fuites dans la maison. Donc on comprend bien qu'il faudrait finalement rendre cette vibration difficile. Il ne faudrait pas qu'il y ait communication entre les molécules qui composent le solide. La solution, c'est de faire un matériau qui a plein de bulles d'air à l'intérieur, si bien qu'il y a amortissement de la vibration. Et si on met beaucoup de bulles d'air, on vient de créer un super isolant thermique. Eh bien, vous venez d'inventer le polystyrène. Parce qu'en fait, dans le polystyrène, ce n'est pas le blanc qui isole, mais ce sont les bulles d'air qu'il y a au milieu de ce blanc. Et ces bulles d'air empêchent la propagation de la chaleur par la vibration des molécules qui composent ce solide. Question numéro 3. Quel matériau est le meilleur isolant thermique parmi les 3 proposés ci-dessous? Vous avez 20 secondes pour répondre. La bonne réponse est C, le polystyrène, car dans les 3 matériaux proposés, c'est celui qui a le lambda le plus faible. Plus le lambda est faible, meilleur est le matériau pour isoler thermiquement. Maintenant, nous allons voir un moyen de calculer précisément les déperditions à travers le mur d'une maison. Prenons une paroi qui a une surface S, une épaisseur E et qui est fabriquée dans un matériau dont la conductivité est connue et notée lambda. D'un côté de la paroi, il règne 19 degrés, de l'autre côté 2 degrés. Le flux thermique qui va alors s'établir entre l'intérieur de la maison et l'extérieur est noté par la lettre grecque phi majuscule. Son unité, ce sont des watts, car c'est de l'énergie qui s'échappe chaque seconde. Donc, des joules par seconde, ce sont des watts. Et on peut calculer précisément la valeur de ce flux grâce à la formule phi égale température intérieure moins température extérieure divisé par la résistance thermique du mur. La résistance thermique, quant à elle, est donnée par l'expression épaisseur du mur divisé par la conductivité thermique du matériau qui compose le mur multiplié par la surface du mur. Attention, pour calculer cette résistance thermique, il faut que l'épaisseur du mur soit exprimée en mètres, la conductivité thermique en watts par mètre degré C et la surface du mur en mètres carrés. Question numéro 4. Plus un mur en béton est épais, plus sa résistance thermique est grande. Est-ce que c'est A, vrai ou B, faux? 30 secondes pour répondre. La bonne réponse est A, vrai. Effectivement, si on regarde l'expression littérale de la résistance thermique du mur, qui vaut l'épaisseur du mur divisé par lambda S, on se rend compte que plus E
est grand, plus R est grand. Question numéro 5. Quelle est la valeur de la résistance thermique d'un mur de 10 mètres carrés composé de bois d'une épaisseur de 10 cm? On donne la valeur de la conductivité thermique du bois qui vaut 0,15 watts par mètre degré C. Vous avez 1 minute pour répondre. Le piège ici est de bien sûr penser à mettre l'épaisseur du bois en mètres. Vous allez bien sûr utiliser la formule littérale que la résistance du mur c'est E divisé par lambda S. 10 cm ça fait 0,1 m. La valeur de lambda c'est 0,15 et la surface du mur c'est 10. Vous devez trouver 0,067 degrés par watt. Si vous ne trouvez pas cette valeur, c'est peut-être aussi que vous avez oublié de mettre des parenthèses lorsque vous avez utilisé votre calculatrice. Question numéro 6. La résistance thermique d'une paroi vaut R égale 0,067 degrés par watt. Cette paroi sépare l'intérieur d'une maison à 20 degrés de l'extérieur où il règne 1 degré. Quel flux de chaleur traverse alors cette paroi? Vous avez 1 minute pour répondre. La bonne réponse est grand phi égale 284 watts. Je vous rappelle qu'un flux de chaleur s'exprime en watts. On va utiliser la formule que le flux de chaleur, c'est la température intérieure moins la température extérieure divisée par la résistance thermique du mur. Question numéro 7. Attention, cette question a un petit piège. La résistance thermique d'une paroi vaut R égale 0,067 degrés par watt. Cette paroi sépare l'intérieur d'une maison à 20 degrés de l'extérieur où il règne moins 5 degrés Celsius. Quel flux de chaleur traverse alors cette paroi? Vous avez 1 minute pour répondre.
vous devez trouver 373 watts. Alors le petit piège, c'est que lorsque l'on fait TI moins TE, comme ici la température extérieure vaut moins 5 degrés, ça fait moins 5, ce qui fait plus 5. Donc au numérateur de la fraction, on a 20 plus 5, ce qui fait 25. Question numéro 8. Quelle est la valeur de la résistance thermique d'un mur de 15 mètres carrés, composé comme ci-dessous, c'est-à-dire d'une épaisseur de 2 cm de bois et de 3 cm de polystyrène? La conductivité thermique du bois est donnée, 0,15, et celle du polystyrène également, 0,025. Vous avez 2 minutes pour répondre. Petite aide, si le flux de chaleur doit traverser ce genre de paroi, il doit dans un premier temps traverser une paroi puis l'autre. Donc, la résistance thermique globale de ce mur, c'est la somme des résistances thermiques de chaque couche qui compose ce mur. La bonne réponse est 0,089 degrés par watt. Donc pour trouver la résistance thermique du bois seul, c'est 0,02 divisé par 0,15 multiplié par 15. Et la résistance thermique du polystyrène seul, c'est 0,03, puisqu'on a 3 cm de polystyrène, divisé par 0,025 multiplié par 15. Et on fait la somme de ces deux résistances thermiques pour avoir la résistance thermique globale de ce mur bicouche. Question numéro 9. Dans quel sens est le flux de chaleur qui traverse ce mur? Réponse A, de gauche à droite. Réponse B, de droite à gauche. Vous avez 15 secondes pour répondre. À retenir, le flux de chaleur se déplace toujours de la température la plus élevée vers la température la plus basse. Donc ici, le flux de chaleur va aller de l'intérieur de la maison où il règne 20 degrés vers l'extérieur où il règne 5 degrés. Et enfin, dernière question, question numéro 10. Un flux de chaleur traverse-t-il ce mur? A, oui. B, non. 10 secondes pour répondre. Eh bien non.
Comme de chaque côté du mur, il y a la même température, aucun flux de chaleur n'apparaît. Pour qu'il y ait flux de chaleur, il faut forcément qu'il y ait un milieu à une température et un autre milieu à une température différente. Maintenant, vous pouvez calculer votre score sur 10. Et ainsi voir si vous maîtrisez bien les notions du cours de thermique. Si cette vidéo vous a permis de réviser efficacement et rapidement votre cours de thermique en première STI 2D, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Merci.